Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Politique et Éco avec notre invité cette semaine. Bonjour Claude Janvier. Eh bien bonjour et merci pour l'invitation. Claude Janvier, écrivain, essayiste, et vous publiez cet ouvrage avec le journaliste Jean-Louis Isambert, L'abandon français, quelque chose est pourri dans mon royaume de France, un sous-titre évidemment lié à ce musicien bien connu Jean Ferrat, et on salue évidemment Monsieur Jean-Louis Isambert avec qui vous publiez cet ouvrage. Bonjour à vous Jean-Louis, vous interviendrez dans quelques secondes pour répondre à quelques questions. Bonjour Pierre, bonjour Claude et merci à TV Liberté pour cette invitation. Alors avant de commencer cet entretien, évidemment, pour soutenir TVL, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, cliquer sur le pouce en l'air, commenter, partager cet entretien s'il vous plaît, évidemment. Commençons avec vous, Claude Janvier. On va évoquer l'Union européenne, la gouvernance mondiale, l'action des États-Unis sur notre continent. Votre préfacier, vous l'avez choisi, c'est Jean-Luc Pujol, écrivain. Il commence votre ouvrage en disant que la gouvernance mondiale a décidé d'en finir avec la France. Alors, c'est quoi la gouvernance mondiale? Où la voyez-vous? Dans la haute finance internationale. La gouvernance mondiale, c'est la haute finance internationale, évidemment anglo-saxonne, à majorité anglo-saxonne, puisque la haute finance internationale, c'est les géants financiers d'aujourd'hui, c'est BlackRock, Vanguard, State Street, pour ne citer que les trois plus influents. Et donc, c'est cette haute finance qui, effectivement, contrôle la quasi-totalité de la planète. Pour l'instant, il n'y a guère qu'en Fédération de Russie où cette haute finance internationale n'arrive pas à rentrer. En Chine, il rentre un peu, mais pour le reste de la planète, ce sont eux. Et ce sont eux qui, malheureusement, pillent l'Europe depuis bien trop longtemps. Et l'Europe est devenue donc les vassaux. Nous sommes devenus en Europe, et la France, malheureusement, en premier plan, nous sommes devenus les vassaux donc, de cette oligarchie financière mondiale. Alors, la disparition de la France, vous en parlez, vous dites que c'est une entreprise programmée, planifiée. Il y a un plan derrière cette disparition de la France. Qui est à la commande? Quel est l'objectif? Mais il y a un plan pour faire disparaître la francophonie. Il n'y avait pas de place, vous savez, c'est un peu comme un terrain de jeu. Il y a l'équipe A et l'équipe B, et il faut qu'il y ait une équipe qui gagne. Eh bien, on a d'un côté l'anglais en tant que langue majoritaire, et de l'autre côté, on a le français en tant que langue majoritaire. Donc, il ne peut y avoir de place que pour une seule langue, en réalité, l'anglais. D'un point de vue anglo-saxon, c'est pas mon point de vue à moi, mais j'explique les dessous des cartes. Donc il fallait éliminer, et il faut éliminer d'un point de vue anglo-saxon, il faut éliminer donc la langue française, il faut éliminer la francophonie. Et d'ailleurs, c'est quand même très bien employé, puisque quand on voit en France ce qu'est devenu la langue française, vous savez, il y a pas si longtemps, je me baladais dans le métro parisien, et j'ai vu une publicité dans une station de métro. Alors c'est une tête de canard, c'est un canard avec des lèvres botoxées. Donc déjà je dis tiens, ça m'a interpellé. Et je vais vous traduire à peu près, je vais vous expliquer ce qui avait été écrit sur cette affiche. C'était marqué "Ta duck face pour mieux te maquiller". Ah bon? Et là j'ai regardé ça, j'ai dit ah oui, ça vend des produits de maquillage. Mais on a 3 mots d'anglais, du français. Moi, je sais pas, je suis jeune. Aujourd'hui, j'ai, admettons, 14 ans. Et tout d'un coup, je vois ça écrit. Alors, est-ce que je comprends tout? Est-ce que je comprends pas bien? Est-ce que je me pose des questions? Vous voyez? Et donc, alors ça, c'est pour le cultureur, mais il y a aussi l'industriel. Vous dites qu'il y a des secrets industriels dévoilés, des ventes de fleurons industriels faits aux Américains, des écoutes mondiales. Tout ça, c'est
Ça participe de la disparition de la France. Ah, totalement. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec Alstom, tous nos fleurons industriels ont quasiment disparu. Alstom, je vais pas revenir sur cette ténébreuse affaire. Emmanuel Macron nous a bradé Alstom. Mais on a eu la disparition de Rhodia, d'Alcatel, la disparition d'ArcelorMittal. Technip, Lafarge, etc. Tout y passe. Alors, le problème, c'est que tout y passe, mais ce sont les salariés, encore une fois, qui en font les frais. Parce que quand M. Mittal a repris Arcelor, il a touché des subventions de l'État, de notre argent, et en promettant, oui, vous inquiétez pas, je vais bien entendu préserver les salaires. Mais en réalité, Arcelor a fermé définitivement et tous les salariés ont été projetés au chômage. Mais qui programme cette disparition de la France? C'est au profit des oligarques russes, les méchants oligarques qui font la guerre à la démocratie en Europe? Non, je pense que les oligarques russes n'ont strictement rien à voir. Vous savez, c'est le problème, on en arrive toujours aux États-Unis. Et on en arrive toujours à cette haute finance internationale et à ce pillage organisé américain. Après tout, c'est une mainmise totale de plus en plus sur nos industries. Alors donc, nos industries ne doivent pas être compétitive par rapport aux industries américaines et malheureusement depuis trop longtemps les Américains pillent nos secrets industriels. Tout est dévoilé d'ailleurs dans notre livre à ce niveau-là, c'est-à-dire il y a de l'espionnage industriel, c'est du pillage et tout est vendu à l'encan. Mais pour encore une fois faire profiter les entreprises et le gouvernement américain et cette fameuse oligarchie financière mondiale anglo-saxonne. Alors, Philippe de Villiers a écrit un livre, Mémoricide, ces derniers temps. Il raconte avoir dénoncé les contre-vérités sur la construction européenne auprès du président Macron, qui l'avait reçu à l'Élysée. Ces contre-vérités, quelles en sont les principales à vos yeux, puisque vous les développez dans votre ouvrage? Oui, absolument, on les développe. De toute façon, les contre-vérités, c'est que l'Europe a été mise en place par des gens plus que douteux, on est M. Hallstein, Schuman, Robert Schuman, etc. Donc, qu'est-ce qu'il avait de douteux, Walter Hallstein? Il était douteux, il était membre quand même de partis nazis. Et ça, alors évidemment, la presse... La bonne presse médiatique de propagande avait minimisé les faits, mais en réalité, oui, non, il était juste, il appartenait à des partis nazis, à un parti nazi. Donc, de toute façon, et c'est lui qui a été choisi pour commencer à mettre en place les piliers de l'Europe. Il faut rappeler que pour la signature du traité de Rome, Walter Hallstein, c'était le personnage, il a été le premier président de la Commission européenne. Absolument. Jusque dans les années 60. Absolument, c'est ça. Ouais. Donc alors, quand on voit le passé de ces gens qui est quand même plus que douteux, on se dit ce sont ces gens-là qui ont bâti l'Europe, qui ont bâti tout ce que cette communauté européenne, qui au départ était une communauté centrée au niveau du charbon et de l'acier, on s'en souvient, mais qui petit à petit, à force de traiter... Donc un ancien nazi, Monsieur Monnet, qui a fait ses affaires aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Schuman, qui était ministre sous Pétain. Que des patriotes. Que des patriotes extraordinaires. Et ce sont eux qui ont jeté les bases de notre Europe. Il ne faut pas s'étonner si ça marche si mal aujourd'hui. Ça, c'est clair. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour finir sur ce point, c'est quand Emmanuel Macron dit effectivement, répond à Philippe de Villiers, dit de toute façon les gens ne vous croiront jamais. Le problème c'est ça, il touche quelque chose malheureusement de vrai, à savoir que les médias propagandistes ne diffusent jamais les faits et les vérités. Donc ce qui fait qu'une majorité de gens ne sont pas au courant. Alors c'est des propos que Villiers rapporte dans la bouche d'Emmanuel Macron. Macron lui aurait dit « Les gens ne croiront jamais que la vérité officielle, qui n'est pas forcément la vérité historique, souffrez, cher Philippe, que cela vous serve et que cela vous desserve, personne ne vous croira. » Malheureusement, il n'a pas tout à fait tort puisque les informations ne sont pas relayées. En fait, les véritables informations ne sont relayées que par des médias libres et indépendants, comme vous, TV Liberté, mais malheureusement, une majorité de gens passe complètement à
5000 mètres d'altitude par rapport aux Mais qu'est-ce que cela dit et de l'état d'esprit des Français et aussi de l'état d'esprit du président américain? Cette ignorance et ce cynisme de l'un et de l'autre. Le problème, c'est que les politiciens véreux et criminels surfent sur l'ignorance des gens et ne font rien pour que effectivement les gens passent du stade d'ignorant au stade d'informé. Alors après, il y a aussi les médias propagandistes sont tout à fait responsables parce que c'est aussi majoritairement la faute de ces médias propagandistes qui ne relayent en rien les véritables informations. D'ailleurs, l'AFP, je l'ai surnommée, ça n'engage que moi, l'agence France Propagande. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les véritables informations ne sont jamais relayées. Donc vous avez une masse de gens qui soit ne sont pas au courant, soit ne veulent pas se mettre au courant, soit un mélange des deux. Enfin, en tout cas, le résultat est là. Alors vous nous dites que les institutions françaises sont aux ordres de Bruxelles et sous contrôle de l'OTAN, sous domination états-unienne. Alors comment se manifeste cette domination économique d'un côté et militaire de l'autre? Ben vous savez, on est de plus en plus dirigé par des technocrates. Ça veut dire qu'en réalité, les politiciens sont juste là, je parle des députés européens là, ils sont juste là pour encaisser leur salaire pharaonique, avec les avantages qui vont avec. Ma foi, est-ce qu'ils s'opposent à toute cette sclérose du Parlement européen? Et quand je parle de sclérose, c'est pas évidemment les USA. En réalité, qui dirige réellement l'Europe aujourd'hui? Ce sont des commissaires qui, eux, ne sont pas élus par le peuple. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une présidente quasiment illégitime, mais en la personne d'Ursula von der Leyen, qui en fait a été élue parce que les députés européens ne s'opposent absolument pas, et en fait ils vont pas évidemment cracher dans la soupe, comme on dit, c'est-à-dire ils vont continuer à part quelques-uns qui sont honnêtes et courageux, qui s'oppose réellement à toute cette politique délétère. Vous évoquez les fameux GOPÉ, grandes orientations de politique économique. D'où ça vient, ça? Qu'est-ce que c'est? Ça vient que c'est tout un tas de règlements qui sont édictés par les mêmes technocrates et qui vont, par exemple... Alors, je vais donner un exemple précis. L'arrivée du Mercosur... Ursula von der Leyen l'a déclaré depuis peu, on est d'accord avec le Mercosur. Tous les accords économiques comme le CETA, vous savez, le Canada avec l'Europe, le JETA aussi. Peu de gens savent que le JETA, c'est l'accord japonais-Europe. La Nouvelle-Zélande aussi, c'est-à-dire que les moutons néo-zélandais déferlent sur l'Europe. Au mépris de nos agriculteurs. Mais d'ailleurs, en Ukraine, avec ce conflit ukrainien, c'est exactement la même chose. Alors, c'est presque pire, parce que le milliardaire ukrainien, je me souviens plus son nom, le milliardaire, le roi du poulet ukrainien, qui est basé à Chypre, d'ailleurs, lui, il n'est pas idiot, il s'est mis à Chypre, il balance sur le marché en Europe, depuis le conflit, ses poulets. Mais ces poulets, il faut savoir, ils évoluent dans 20 cm² et ils n'ont même plus de bec ni d'ongles pour éviter. Bref, ils sont nourris avec des substances bizarroïdes et ils déferlent en Europe sans les contrôles sanitaires et sans droit de douane. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle, ça fait partie des GOPÉ, vous voyez, des grandes orientations économiques. Ça veut dire que pour soutenir l'Ukraine, on a été envahi de poulets ukrainiens qui, au niveau saveur et alimentaire, ne vaut pas un pet de lapin, passez-moi l'expression, et qui sont gorgés d'hormones et de produits chimiques, et sans contrôle sanitaire, sans droit de douane. Ça par contre, les Polonais, ils n'ont pas voulu faire la même chose avec le blé ukrainien. Ils ont dit, le blé ukrainien, c'est stop, on veut protéger notre filière agricole, quoi. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Sur ce plan-là, ils ont raison. Vous dites, l'UE organise l'économie en fonction des intérêts et des sociétés américaines. Bah oui, c'est ça. En fait, les GOPÉ, ça vient de Washington, les influences... bien sûr, tout vient de Washington. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous savez, les USA, quand ils ont mis le pied en 1917 en Europe, ils ne sont pas venus pour nous aider. Vous savez, ça c'est une légende urbaine. Ils ont dit, on est venu pour vous faire gagner la guerre 14-18. En réalité, la guerre de 14-18, elle était sur le point d'être remportée par les Anglais, ils étaient nos alliés à l'époque, et par l'armée française. En réalité, ils ne sont pas venus pour nous aider, ils sont venus pour, soi-disant, remporter quelques lauriers, mais surtout mettre le pied en Europe et commencer à vouloir piller l'Europe. Et c'est si vrai, d'ailleurs, on le traite dans notre livre, quand il y a eu la débâcle de l'armée française et anglaise en 1939, en 1940, Washington prenait contact avec le maréchal Pétain établi à Vichy pour faire les prémices, justement, d'un protectorat français
d'un protectorat américain, sur la France à la fin de la guerre. Parce que les Américains savaient très bien que cette guerre aurait une fin et qu'à un moment donné, ça serait excessivement parfait si les Américains commençaient à faire de la France, et pas que de la France d'ailleurs, un protectorat. Donc ils avaient commencé à imprimer une fausse monnaie, vous savez... Amgot. Voilà, l'Amgot. Et ils sont arrivés avec leurs valises à la Libération française, ils sont arrivés avec leurs valises pleines d'Amgot, là, et heureusement, le général de Gaulle à l'époque, avec quelques commissaires, a dit... Hors de question, vous me remballez votre monnaie de singe. Et il a dit aux Américains, go home, pour employer une expression, leur expression favorite. Mais alors, si c'est l'Union européenne qui organise l'économie française, qu'est-ce qu'il faut penser du budget du gouvernement Bayrou? On a vu ces derniers temps les députés français s'écharper les uns les autres. Fabuleux. Le budget. Il vient d'où ce budget alors? Il vient de je ne sais pas d'où il vient. En tout cas, entre le budget de Barnier qui était à 16 millions d'euros et le budget Bayrou, il est déjà à 23 millions. On avait déjà un delta de 7 millions. Mais après, moi ce que j'en pense, c'est que j'ai regardé un petit peu, la taxe sur les billets d'avion a augmenté, que ce soit d'ailleurs des vols internes à la France ou des vols en Europe ou encore plus même sur les pays étrangers. Je vois que la baisse des crédits sur l'AME, les aides médicales de l'État, ça baisse de à peu près 211 millions d'euros, si j'ai bien lu. Il va y avoir un malus sur l'achat de voitures thermiques, merci du cadeau. La fiscalité va augmenter sur les chaudières à gaz. Et cerise sur le gâteau, Bayrou vient de pilonner les auto-entrepreneurs parce qu'en réalité, c'est un véritable coup de massue fiscal parce que quand on était auto-entrepreneur, on avait droit de jusqu'à, je crois, 37 500 euros de chiffre d'affaires exonérés de TVA. Bayrou, de secours. Oui. Il est arrivé, c'est moi, 25 000 euros. Il a abaissé le plafond à 25 000 euros. Mais ça veut dire qu'il va plomber plus de 200 000 auto-entrepreneurs qui sont déjà sur la corde-raide. Donc déjà, on en est à 67 000 entreprises qui ont déposé le bilan en France l'année dernière. Faut le savoir. Hein. Je parle de PME et de PMI. Je ne parle pas évidemment des grosses sociétés du CAC 40. On est bien d'accord. Oui. Donc voilà, Bayrou de secours, oui, c'est ça. Et alors, sur l'idée d'une économie européenne et française dirigée depuis Washington, vous allez aussi sur le terrain des normes comptables dites IFRS. Alors IFRS, ça veut dire International Financial Reporting Standard ou normes internationales d'information financière. Elles ont été imposées en Europe à la suite du 11 septembre, des attaques du 11 septembre aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elles apportent, ces normes IFRS? Elles apportent que, vous savez, les États-Unis pratiquent depuis très longtemps l'extraterritorialité de leurs droits. Donc, en fait, toutes ces normes, c'est une des conséquences de leur exportation du droit américain. Et pour faire court, parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais pour faire court, c'est-à-dire que toutes les données confidentielles des entreprises européennes, françaises, etc., passent directement sous contrôle américain, ainsi que les données personnelles aussi des dirigeants d'entreprises, cadres, etc., etc. Ça veut dire que plus ça va, moins nos entreprises vont être dans le secret. C'est-à-dire que plus ça va, plus tout est imposé par les Américains et les grands gagnants de toute cette affaire, encore et toujours, ce sont les USA. Vous savez, les USA, le problème, c'est que c'est un pays qui a un peu plus de 200 ans d'existence. Et c'est un pays qui fait la guerre et qui pille la planète depuis quasiment le même laps de temps. Et autre ingérence américaine en Europe et en France spécialement, vous dites en 2022, c'est 131 entreprises françaises sensibles qui ont été vendues non pas à la Russie mais aux États-Unis. Absolument. Donc ça, c'est le travail d'Emmanuel Macron, professionnel de la fusion-acquisition chez Rothschild. Oui, ça c'est Vous savez, vous avez le triumvirat de l'enfer, comme on l'appelle, avec mon ami Jean-Louis Ambert. C'est Nicolas Sarkozy qui nous a remis dans l'OTAN et qui a trahi les Français avec le traité de Lisbonne. On se rappelle, les Français avaient majoritairement voté non. Et Sarkozy, à l'époque, avec François Fillon, son Premier ministre, se sont empressés de dire oui. Donc déjà, la trahison, bonjour. Et ensuite, il y a eu François Hollande qui a continué
forêt. Et depuis, nous avons Emmanuel Macron qui, lui, est le fossoyeur donc, de la République française, c'est-à-dire c'est le fossoyeur de la France. C'est-à-dire que là, c'est vertigineux avec Emmanuel Macron. Bradage de l'industrie, on l'a évoqué, mais tout comme ça. C'est-à-dire que vous avez les forêts aujourd'hui. Moi, j'habite en zone rurale, je vais me promener dans les forêts. Je n'ai jamais vu depuis toujours des forêts aussi mal entretenues. Il n'y a plus d'ONF aujourd'hui, il faut le savoir. Les forêts sont pas du tout entretenues. C'est franchement incroyable. Et en plus, les parcelles sont vendues à des entreprises privées qui font des coupes absolument incroyables et qui replantent soi-disant. Ah bon oui, parce que Emmanuel Macron avait lancé une grande campagne là-dessus. On replante quoi? Du sapin de Douglas. Mais le sapin de Douglas, c'est pas un arbre qui est adapté à toutes les forêts, loin s'en faut. Mais vous comprenez, au niveau économique, c'est intéressant parce que le sapin de Douglas, au bout de 10-15 ans, vous le coupez et vous l'envoyez en bois de chauffage ou en faire des granulés. Non mais voilà où on en est. Et ça, c'est un aspect moins connu, mais tout aussi dramatique. C'est comme nos rivières. Nos rivières, aujourd'hui, moi quand j'étais gamin, des petits ruisseaux ou des rivières, il y avait du poisson. Aujourd'hui, je regarde des petites rivières, des petits cours d'eau, il n'y a plus rien de vivant. Il n'y a plus un seul poisson, plus un seul alevin, même pas des moustiques. Vous savez, ces espèces de moustiques qui se posaient à la surface de l'eau. Voilà, cherchez le nom. Eh bien, il n'y en a plus. Et incidemment, un jour, on se promenait comme ça avec mon épouse, je rencontre un monsieur, je commençais à regarder, je dis quand même, c'est incroyable ce cours d'eau, il n'y a rien de vivant. Il me dit, mais attendez, oui, non, mais vous le prenez. Je lui dis, comment ça, je le prends quoi? Il me dit, mais vous savez, moi, je suis un ancien policier de l'environnement. Ah oui, j'ai dit, c'est bien, ça m'intéresse. Et alors, et ça vous interpelle pas qu'effectivement, il n'y a plus rien de vivant? Oui, non, mais vous savez, il faut pas. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, le réchauffement climatique. Ah oui, j'ai dit, cette vaste arnaque, effectivement, etc. Enfin, bref, impossible de se mettre d'accord. Mais c'est incroyable quand même. On pousse le nihilisme jusqu'au bouddhisme. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de poissons. Donc il y a bien quelque chose qui ne colle pas. Vous voyez? Donc voilà. Pour la question suivante, je vais me tourner vers vous, Jean-Louis Zambert, qui est avec nous. Vous nous dites bien que avant les élections européennes de juin 2024, des dirigeants de l'Union européenne se sont rendus à Washington pour, dites-vous, peaufiner l'État européen supranational avec lequel les dirigeants américains comptent diviser l'Europe. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ? Alors, il y a eu 3 réunions qui se sont succédées en 2023. Le 20 octobre 2023, il y a eu une délégation de l'Union européenne. Quand je dis une délégation, c'était en réalité essentiellement composé de la présidente de la Commission européenne, du président du Parlement européen et du responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, qui se sont rendus à Washington pour rencontrer le président des États-Unis, Joseph Robinette Biden, et son secrétaire d'État, Blinken. Et ensemble, ils ont donc produit un communiqué, ils ont discuté de l'évolution de l'Union européenne et ils se sont félicités de la signature d'un accord entre le département de la défense des États-Unis et l'Agence européenne de défense. Il s'agit en réalité d'un nouveau pas pour essayer de placer, de donner un peu plus de prérogatives aux dirigeants des États-Unis dans la conduction des affaires militaires de l'Union européenne. Et puis, il y a une seconde réunion donc, qui se tient un mois plus tard, le 22 novembre 2023, où là, le Parlement européen a voté, comme vous le savez, la révision du traité sur l'Union européenne et du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'aller encore plus loin dans la transformation de l'Europe supranationale, et de transformer l'Union européenne, qui est elle-même issue de tous les traités qui se sont succédés depuis le traité de Rome, en un État européen supranational, c'est-à-dire concentration du pouvoir politique et du pouvoir administratif. Et enfin, le 13 décembre 2023, là, c'est une réunion du Parlement européen qui se réunit à Strasbourg. Et ce même Parlement européen vote, alors là, je cite, la résolution, la création d'un conseil politique transatlantique sous la direction des responsables de la politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne. Et ils ont décidé ensemble de poursuivre la coopération essentielle entre l'Union européenne et les États-Unis, quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique. Voilà, ça c'est écrit noir sur blanc dans la recommandation votée par le Parlement européen, une majorité de députés, le 13 décembre 2023 à Strasbourg. Donc on voit bien que ce sont des étapes, tout s'accélère, tout va très vite pour concentrer encore le pouvoir politique et administratif entre les mains du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne.
Et alors Jean-Louis Zambert, est-ce que depuis ces 3 textes votés en 2023, où en est cette révision du traité de l'Union européenne voté par le Parlement? C'était exactement le 22 novembre 2023. La prochaine étape, normalement, ce serait d'arriver à donner encore plus de pouvoir à la Commission européenne et au Conseil de l'Europe, de manière à ce qu'ils puissent travailler ensemble. Mais je veux dire, ça va être... alors, on parle évidemment il y a un tas de choses qui sont prévues. Remplacer la règle de l'unanimité par la règle de la majorité, par exemple. Il y aura un tas de décisions juridiques sur lesquelles ils sont en train de travailler actuellement. Mais bon, ils rencontrent certains problèmes par le fait qu'ils sont en difficulté puisque l'Union européenne et l'OTAN ont perdu la guerre contre l'Ukraine. Ils essaient de manœuvrer, on le voit bien, comme ils le font en Géorgie, en Roumanie, pour remettre en cause les décisions des peuples. Mais c'est en réalité les États-Unis qui sont derrière tout ça, mais qui sont eux-mêmes dans une crise très grave. Donc, qui essaient par tous les moyens d'influencer pour à la fois se dégager du processus dans lequel ils avaient engagé l'Union européenne contre l'Ukraine, mais aussi en Europe centrale. Donc, si vous voulez, toutes ces perturbations qui arrivent en ce moment gênent un peu l'avancée qu'ils avaient programmée. Leur calendrier est un peu chamboulé par ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, mais aussi en Europe centrale. Alors, je me tourne à nouveau vers vous, Claude Janvier. Les Français vivent depuis 33 ans dans l'Union européenne. Quel bilan peut-on faire depuis le traité de Maastricht, quand, à l'époque, les européistes nous vendaient l'Union européenne comme étant le bonheur sur Terre, avec une croissance économique, un plein emploi et une monnaie qui pourrait rivaliser avec le dollar? Est-ce que les Français vont mieux après 35 ans d'Union européenne? Ma foi, si certains pensent qu'ils vont mieux, moi je pense qu'effectivement les statistiques, et en discutant un petit peu avec des gens divers et variés, non, les choses ont véritablement empiré. Bon, quelques chiffres. 1996, en Europe, 20 millions de pauvres, à peu près. Là, nous en sommes aujourd'hui, 2025, à plus de 110 millions de pauvres en Europe. Donc, soi-disant, la pauvreté, elle est baissée. Pourtant, ce n'est pas le manque de création d'usines à gaz, vous savez, humanitaires. Il y en a plein. Il y en a plein qui se créent tous les jours que Dieu fait. Il y en a plein qui se créent. Alors, les salariés de ces usines à gaz vivent très bien. En revanche, la pauvreté ne diminue pas, elle augmente. Ensuite, l'euro. L'euro, qu'est-ce que ça nous a apporté, l'euro? L'euro, c'est une monnaie spéculative. Moi, j'ai passé les 2 tiers de mon existence au franc. Écoutez, à l'époque, en francs, quand on avait 1 million de francs, on pouvait acheter un petit château, un petit manoir, on était considéré comme riche. 1 million de francs, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 150 000 euros, peu ou prou. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec 150 000 euros? Vous achetez 10 mètres carrés à Paris, pour ne pas être trop regardant sur la superficie, et avec 150 000 euros, vous achetez une petite maison Phoenix un peu partout en France, et encore pas dans toutes les zones. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. L'agriculture aujourd'hui en France, mais comme dans les autres pays européens, est dans l'abîme. Je veux dire, à force d'avoir mis des règlements infernaux, à force d'avoir signé des accords internationaux comme Mercosur, CETA et GETA, on en parlait tout à l'heure, eh bien, où on en est aujourd'hui au niveau agriculture, on est dans le rouge. En plus, quand vous regardez les champs aujourd'hui, à force d'avoir bombardé ces champs de pesticides et de fongicides, alors je tacle un peu les agriculteurs, mais ils sont aussi un peu responsables. C'est-à-dire qu'on les a enfumés peut-être avec les produits Monsanto, les produits Bayer, etc., etc. Bon, enfin, quand même. Aujourd'hui, moi, je sais pas, je suis agriculteur, je regarde la terre aujourd'hui. Moi, j'habite en zone rurale. La terre n'absorbe plus. L'eau, c'est bizarre. Vous avez une espèce de terre argileuse aujourd'hui et elle est de moins en moins fertile et productive. Donc il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Alors l'Europe, oui, à la coopération des pays européens entre eux, pourquoi pas? Parce qu'en fait, une coopération avec des pays voisins, bien sûr, c'est souhaitable. Non à cette espèce de despotisme voulu par les Américains via le Parlement de Bruxelles. Et en matière énergétique, vous dites, Claude Janvier, que c'est bien la Commission européenne qui a mis EDF dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Absolument, avec l'aval d'Emmanuel Macron, nous sommes bien d'accord. Ouais. Vous vous rendez compte qu'en France, on était quand même le seul pays en Europe et pratiquement au monde à avoir quasiment une indépendance énergétique au niveau production électrique. On avait une production électrique
peu élevé, on pouvait effectivement avoir de l'électricité pour tout le monde. Il suffisait de régler le problème des déchets radioactifs. Parce qu'on peut me dire, oui, mais le nucléaire, il y a un problème avec les déchets radioactifs. On l'a fait avec Phoenix et Astrid. C'est fait, voilà, avec Super Phoenix qui a été enterré à l'époque de Jospin, si ma mémoire est bonne. Avec Madame Voynet. Voilà, et aujourd'hui, on sait produire de l'énergie nucléaire propre. Eh ben non. C'est pas fait. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il faut obéir à l'Europe, il faut effectivement se détruire. Et c'est exactement ce qu'a fait l'Allemagne d'ailleurs. Hein. L'Allemagne, vous vous rendez compte, ils ont réouvert leurs centrales thermiques en charbon. Non mais c'est un non-sens total. Et j'entends pas beaucoup les écolos allégés, là, on les appelle les écolos allégés, mon ami Jean-Loup. Je les entends pas beaucoup là protester contre ça. Je sais pas, une centrale thermique au charbon, si ça pollue pas, bon, il faudra me montrer quand même. Hein. Donc vous voyez, il y a des non-sens, mais c'est un non-sens total, quoi. La fermeture de Fessenheim, mais c'est une honte absolue. Cette centrale produisait, parce que les Allemands nous l'avaient demandé. Voilà, c'est ça, hein, c'est ce qu'ils ont dit réellement. C'est pas, je ne l'invente pas. C'est ça. Non mais on marche sur la tête. Hein. On est allé faire la guerre en Ukraine, en tout cas, on a donné des armes pour qu'elle se fasse, cette guerre, pour défendre la démocratie, paraît-il. Qui a profité de cette guerre en Ukraine, Claude Janvier ? Vous me faites rire, la démocratie en Ukraine, c'est vrai que c'est un État très démocratique, effectivement. Oui, Transparency International, qui est une organisation, à mon avis, d'extrême droite, avait dit que c'était le pays le plus corrompu d'Europe. Oui. En tant que pays, effectivement, corrompu. Oui, c'est un des pays les plus corrompus d'Europe. Quant à Volodymyr Zelensky, c'était un acteur, hein, je veux dire... Qui a profité de cette guerre, Claude Janvier ? Le complexe militaro-industriel déjà américain, les complexes militaro-industriels français, et aussi BlackRock. J'en reviens à BlackRock, parce que BlackRock a quasiment racheté la quasi-totalité des terres agricoles en Ukraine, il faut le savoir. Il y a aussi des grands céréaliers français qui se sont installés en Ukraine, il faut le savoir aussi. Pourquoi d'ailleurs ils se sont installés en Ukraine ? Parce que les normes là-bas au niveau des pesticides et des fongicides étaient beaucoup plus laxistes qu'en France. Mais vous savez, l'Ukraine va être dépecée. Hein. Et malheureusement, c'est le peuple ukrainien qui encore va en pâtir. C'est toujours le peuple qui en pâtit en réalité. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer avec l'Ukraine ? Un petit mot là-dessus très vite. La Fédération de Russie ne va pas plier. Donc les régions du Donbass, de toute façon, ainsi qu'Odessa, va aller à la Fédération de Russie. Bon, ça c'est un point absolu. Qu'est-ce qui va se passer ? La Pologne risque de prendre un petit bout de l'Ukraine, parce que quand même, la Hongrie aussi, la Roumanie aussi. En réalité, il va rester quoi de l'Ukraine ? Il va rester Kiev. C'est une vente à la découpe aujourd'hui ? Oui, ça va être un dépeçage, mais un dépeçage total, voulu par les Américains et l'OTAN. Ouais. D'ailleurs, Donald Trump a mis les pieds dans le plat en disant que de toute façon, les Américains avaient donné 200 milliards de dollars, ou entre 200 et 300 milliards de dollars, et que maintenant, ils voulaient récupérer un peu retour sur investissement, c'est-à-dire, on va peut-être s'occuper des terres rares qu'il y a en Ukraine. Découpage de l'Ukraine un peu comme ce qu'on avait vu avec l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est exactement ce qui va se passer. Alors, ça c'est pour le passé de l'Union européenne. Pour l'avenir, vous citez une étude prévisionnelle pour 2030 du système européen d'analyse politique et stratégique de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce document, Claude Janvier ? On a trouvé que, ma foi, que ça ne va pas s'améliorer. Non mais, qu'est-ce qu'il raconte ? On a trouvé que ça ne va pas s'améliorer, malheureusement. Vous savez, le problème, c'est que ça ne va pas s'améliorer. Le problème, c'est que l'Europe, telle qu'elle a été conçue, ce Parlement européen est indéboulonnable. C'est malheureux, mais c'est malheureusement une institution on ne voit pas comment elle va disparaître demain. Donc la seule solution, c'est de sortir, effectivement, de ce guêpier et de sortir de l'Europe. Moi, j'ai sous les yeux ce que vous avez relevé dans cette étude prévisionnelle du système européen d'analyse politique. C'est ceci, la crise continuera d'affecter les membres les plus vulnérables de la société, une augmentation de 45% du chômage, un risque accru de pauvreté touchant près de 130 millions d'Européens, ça c'est d'ici 2030. Déjà on en est à 110 millions de pauvres en Europe, donc effectivement on en a parlé tout à l'heure, donc ça ne m'étonne pas du tout que malheureusement ça va augmenter. Non mais c'est ça le problème, c'est que... On n'a pas énormément de solutions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir de cette institution vérolée, quoi.
vérolé, gangréné. On comprend évidemment à vous lire, Jean-Louis Zambert et Claude Janvier, que les dirigeants américains ont toujours voulu maintenir leur domination sur l'Europe, mais on a vu aussi que Donald Trump a été réélu. Comment les choses peuvent-elles évoluer? On voyait bien Ursula von der Leyen main dans la main avec le président démocrate Biden. Est-ce que l'arrivée de ce nouveau président républicain va rebattre les cartes et inciter l'Europe à faire son chemin toute seule? Vous savez, Donald Trump, déjà, augmente les droits de douane. Donc déjà, ça ne va pas nous arranger au niveau de l'Europe. Ça c'est d'une évidence absolue. Ensuite, Donald Trump, c'est American First. Donc l'Europe... d'ailleurs, quand il a déclaré à Volodymyr Zelensky qu'il allait s'occuper des terres rares de l'Ukraine, il n'a pas dit « et l'Europe va s'en occuper aussi ». Il dit « je vais m'en occuper, au nom de l'Amérique ». Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Europe, pour lui, il va continuer à faire en sorte que ça soit contrôlé parce que le pillage va continuer. Après, ce qui va se passer derrière, lui, ce qui l'importe, c'est de continuer à assurer la domination du dieu, entre guillemets le mot dieu, dollar, au niveau américain et au niveau planétaire. Parce que c'est ça qui va continuer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que nous, Européens, on est pris en sandwich. À cause de nos dirigeants politiques qui sont les larbins, et je pèse mes mots, donc des Américains depuis trop longtemps. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, en Europe, nous sommes riches en Europe. Nous sommes riches d'industrie, de terres, d'agriculture, etc. Et nous abandonnons quasiment tout au profit donc des USA. Et ça c'est inconcevable. Alors vous tirez évidemment sur les dirigeants français, sur les dirigeants américains, mais vous tirez aussi sur une trop grande majorité de Français qui a accepté ce laxisme. Comment vous l'expliquez, ce quasi-suicide national en direct? Écoutez, je l'explique. C'est un peu inconcevable de se dire qu'il y ait quand même autant de gens qui ne veulent pas ou ne savent pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont un peu trop égoïstes. Je pense un peu trop de gens ne sont braqués que sur leur précaré. Sortis de leur petite vie, de leurs petites vacances à la neige ou à la mer et de gâter leurs enfants et petits-enfants. C'est pas que c'est condamnable, mais à un moment donné, il n'y a pas que ça. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs, il faut regarder ce qui se passe chez nos voisins, il faut regarder ce qui se passe dans le monde. On vit tous en interaction, et ça, beaucoup de gens on l'a un peu oublié. Mais on vit en interaction, même si c'est pas très réel pour des gens de se dire que oui, on vit en interaction avec un habitant en Afrique, on vit en interaction avec un citoyen russe, etc. Parce qu'on est tous sur une seule et même planète. Et que cette seule et même planète, c'est pas parce que ça tourne bien chez nous qu'il faut pas se préoccuper du reste. Et le problème, c'est ça. C'est qu'à force d'avoir ce genre d'idées, ce genre d'opinions, parce que les gens ont beaucoup des opinions, mais ils ne s'intéressent pas, malheureusement assez, ni même pas du tout d'ailleurs, aux véritables informations, aux causes, effectivement, et c'est là le problème. Ouais. Ça, c'est un problème. Est-ce qu'on a entendu les syndicats quand on évoquait la façon dont on a bradé les fleurons industriels français, Technip, Alstom, tous ces gens qui ont été mis à la porte, les syndicats, ils ont dit quoi face à ces grandes opérations de vente aux Américains? Ça existe encore, des syndicats? Ils nous tapent sur le système quasiment 3 fois par an. Ils sont encore là. Ils servent. Écoutez, soyons sérieux. Les syndicats ne servent malheureusement plus à rien. Ils sont financés par qui, les syndicats, déjà? Ils sont financés. Déjà, ils sont financés par les cotisations des membres, mais peu. Mais ils sont financés aussi. Tiens, par exemple, quand vous êtes auto-entrepreneur et que vous embauchez un salarié, vous avez la surprise de constater que dans le bulletin de salaire, il y a une cotisation obligatoire qui part chez les syndicats. C'est intéressant. Après, je me souviens d'une affaire, ça m'avait fait un peu sourire à l'époque, la CGT, qui est quand même le syndicat le plus anticapitaliste qui soit, soi-disant. Ils avaient à l'époque, je vous parle de ça, il y a plus d'une dizaine d'années en arrière, ils avaient 96 millions d'euros en bourse. Ah oui, c'est intéressant. C'est-à-dire, pour un syndicat anticapitaliste, ils avaient quand même une capitalisation de... Et puis, ils ont un ou deux châteaux en Ile-de-France. Voilà, c'est ça. Pour se réunir les cadres. Non, mais attendez, un véritable syndicat, ça existait
à la fin du 19e siècle et au début du 20e. C'est fini depuis. Alors, vous le soulignez, il y en a qui profitent du chaos comme des poissons dans l'eau, c'est les narcotrafiquants. Comment se portent leurs affaires en France? Est-ce qu'il y a une évolution? Il y a une évolution dans le sens où ça fait partie du PIB français, hein, le marché de la drogue. Tout comme le marché de la drogue aux États-Unis fait partie du PIB américain. Donc en réalité, on voit bien qu'il n'y a pas une volonté réelle de l'État et des pouvoirs publics de mettre fin aux narcotrafiquants et de mettre fin à ce fléau qu'est la drogue. Parce qu'au-delà des narcotrafiquants, malheureusement, qui engendrent effectivement énormément d'argent, mais il faut voir les ravages de la drogue. Quand vous voyez des gens qui sont complètement camés à des drogues de plus en plus chimiques et de plus en plus virulentes, c'est gravissime. Il y a le fentanyl aux États-Unis, il y a une nouvelle drogue, la 3-MMC en France, qui est une drogue de synthèse dérivée de la cocaïne. C'est terrible, c'est terrible. Ça vous rend une personne normale en zombie en l'espace de quelques jours. C'est effarant et personne ne fait rien. Alors évidemment, après, on constate que y a des gens qui sont... Mais vous savez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus une société de drogués. Hein. En France, il y a les drogues légales. Il y a aussi les drogues légales, c'est-à-dire les drogues légales, et je veux ici les psychotropes, les neuroleptiques. Vous savez, quand c'est surdosé... en France, on est le premier pays consommateur de boîtes de tranquillisants et de psychotropes. En Europe. On est à... Dans le monde, je crois, on en est à 126 millions de boîtes par an, pour une population de 67 millions d'habitants. Si vous retirez les enfants qui normalement n'en prennent pas, j'ose l'espérer, ça fait beaucoup quand même. Mais quand on sait qu'on intègre la drogue au PIB français pour le gonfler, et que de l'autre côté, il y a des ministres comme M. Darmanin ou M. Retailleau qui nous disent « on fait la guerre au narcotrafic ». C'est pas un peu schizophrène en fait? Ils ont plutôt intérêt d'ailleurs à les favoriser si c'est pour rentrer dans l'économie nationale. Ah oui, mais bon, non, ils peuvent pas quand même les favoriser. Mais de toute façon, ils vont pas vous dire qu'ils luttent pas contre. Ça serait un peu étonnant quand même. Non, ils vont pas aller jusque-là. Après, vous savez... Parce que là, vous le remarquez, en 2020, le marché de la drogue en France, c'était 4,2 milliards d'euros. Oui. Et l'année précédente, c'est une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. Ah mais c'est énorme, c'est énorme. Mais vous savez, aujourd'hui, malheureusement, les drogues font partie pratiquement intégrante de la société. Hein. C'est malheureux. Vous savez, dans les années 70, les drogues, c'était quand même réservé à une population de marginaux. Bon, je connais, hein, j'étais de cette époque. Mais en l'espace de 30 ans, c'est incroyable. Ça veut dire que les drogues aujourd'hui, ça touche, je dirais, le monsieur tout le monde. C'est-à-dire que monsieur tout le monde, on le croise dans la rue, on ne s'imaginerait pas que le soir, un petit rail de coke ou une petite drogue récréative, voilà quoi. Non, mais c'est gravissime parce que malheureusement, mélangé en plus à des drogues légales, c'est-à-dire ce que j'ai mentionné tout à l'heure, psychotropes, etc., vous avez une population de plus en plus anesthésiée et droguée. Et qu'est-ce que donne, en conclusion, une majorité de la population anesthésiée et droguée? On a un exemple au sommet de l'État. Ah mais tout à fait. On en a un exemple flagrant au sommet de l'État. À un moment donné, on s'en mêle les neurones. Hein, je vais vous dire, vous savez, ça fait tilt. Hein. Alors, Jean-Louis Zambert, vous dites que début 2025, nous y sommes. Le débat démocratique n'a pas trouvé la dynamique nécessaire pour galvaniser le peuple français. Vous dites qu'il manque au fond une proposition fédératrice, mais certains aussi pensent que le système que vous dénoncez, Union européenne, zone euro, OTAN, va s'écrouler de lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il ne peut pas s'écrouler de lui-même, je ne pense pas. Il peut s'écrouler sous la pression de la mobilisation populaire, et pour ça, il faut un projet qui soit capable de réunir des majorités de population pour sortir de l'Union européenne, sortir de la zone euro, sortir de l'OTAN et préserver la souveraineté qui serait nouvellement acquise. Donc, mais ça, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et quand on regarde l'état des lieux, alors on voit que les choses commencent à
à se préciser actuellement entre les partis souverainistes, je veux dire, qui montent en puissance, même s'ils n'ont pas encore le moyen de s'exprimer, que ce soit électoralement, dans les médias ou autrement. Mais on voit bien que le mécontentement sur l'Union européenne monte, mais ce qu'il manque, c'est un projet qui soit général, qui soit capable de mobiliser et de capter une majorité de population sur ces objectifs. Sortie de l'Union européenne, sortie de la zone euro, sortie de l'OTAN, et surtout défendre la souveraineté qui serait acquise avec la sortie de l'Union européenne. Parce que vous avez un tas de partis, je veux dire, quand vous regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous n'avez aucun parti souverainiste qui est représenté. Je veux dire, du Parti communiste au Rassemblement national, alors ils présentent la chose de différentes manières, mais sur le fond, tous ont la même politique. Tous sont d'accord pour rester dans l'Union européenne, tous sont d'accord pour rester dans la zone euro, et tous sont d'accord pour rester dans l'OTAN. On l'a bien vu lors des différents votes qui ont eu lieu et lors des différentes propositions qui viennent. Je veux dire, quand vous voyez par exemple la motion de censure contre le gouvernement Barnier, je dirais qu'à la limite, c'est une affaire de famille. Il n'y a pas de véritable opposition qui soit une opposition de rupture avec l'Union européenne, avec la politique de crise et la politique de guerre que nous connaissons en ce moment. Alors, pour terminer cette émission avec vous, Claude Janvier, et vous, Jean-Loup Isambert, vous mettez à témoin les Français en leur disant qu'il a existé dans l'histoire de France un modèle politique, c'est pas le Conseil national de la résistance, mais c'est la Constitution de 1793 qui n'a d'ailleurs jamais été appliquée. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette Constitution? On va le dire. On va le dire simplement que l'insurrection, à un moment donné, si vraiment tout part à volo, que l'insurrection pourrait être de mise. C'est pas moi qui l'a. C'est écrit dans la Constitution de 1793. Une insurrection pacifique. Oui, voilà. Parce que quand même, ce texte dit ceci: quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. On est tous révolutionnaires là, non? Ah bah absolument. Et vous dites en même temps que le peuple français n'a jamais été un peuple résistant dans sa masse. Ah bah c'est pas faux. Regardez le nombre de résistants en 40, dans les années 40, en pleine guerre. Il y a eu quoi? 500 000 résistants. 500 000 résistants sur 30 millions de Français à l'époque. Ça fait peu, quand même. 500 000 résistants, 500 000 collabos, apparemment. Moi, mon prof d'histoire de terminale me disait qu'il y avait à peu près autant de résistants dans l'entre-deux-guerres pendant la Seconde Guerre mondiale que de collaborateurs. C'est curieux, j'aurais pensé que les collabos étaient un peu plus nombreux. Ah bon, ouais. Non, c'est vrai, j'aurais pensé, parce que quand même, on l'a vu en période toute cette période sanitaire, là, il y a eu quand même pas mal de coups de fil et de dénonciations. Je le sais par un adjoint au maire avec qui j'ai discuté un jour. Ils ont été submergés à l'époque de coups de fil de braves gens qui dénonçaient leurs voisins. C'est intéressant pour non-respect. C'est intéressant. Merci à vous, Claude Janvier. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'abandon français, quelque chose est pourri dans mon royaume de France, à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite après cette émission, la chronique économique et financière de Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et puis surtout géopolitique aujourd'hui. Et ce en mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Guerre en Ukraine, l'Europe demande le café et surtout l'addition ». Ah, l'Europe veut en être. Trump va rencontrer Vladimir Poutine en Arabie Saoudite pour, en fait, examiner un projet de paix qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui que Boris Johnson était venu torpiller début avril 2020. Torpiller sur les ordres de qui? Alors, bien sûr, on en est réduit aux suppositions, le patron de l'OTAN, Anthony Blinken, bon, bref.
là n'est pas la question, on va probablement entériner ce qui était donc déjà prévu dès avril 2020, c'est-à-dire que bon, il y a une partition de fait de l'Ukraine avec des oblasts de l'Est, plus en fait tous les territoires qui entourent la mer d'Azov qui deviennent russes. Vladimir Poutine n'a pas pour l'instant fait part de ses exigences. En revanche, Donald Trump, lui, estime qu'on ne parlera plus de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, qui était la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir, et Vladimir Poutine, évidemment, en avait averti les Européens et les Américains avant le début du conflit. L'Europe, en revanche, serait amenée, mandatée, pour assurer la sécurité territoriale de l'Ukraine. Une Ukraine quand même largement démilitarisée, pas du tout nucléarisée. Zelensky ayant demandé récemment qu'on lui prête quelques armes atomiques pour faire chanter Vladimir Poutine. Et une Europe à qui on va présenter l'addition. Et oui, les pourparlers Poutine-Trump, ça énerve un petit peu Bruxelles, qui vient de faire savoir par un communiqué que la paix en Ukraine, ça les concerne, qu'ils veulent en être, qu'ils veulent avoir leur mot à dire. Trump a déjà posé les cadres. L'Europe, c'est eux les responsables de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui, l'Europe, notamment la France et l'Allemagne, qui n'ont pas fait respecter les accords de Minsk et qui ensuite ont probablement torpillé les accords effectivement de début avril 2022. Trump va évidemment se servir de tous ces arguments pour coller l'entièreté de la faute et des conséquences financières sur le dos de l'Europe. Alors évidemment, c'est un peu facile, parce que qu'est-ce qui a voulu cette guerre, qui a saboté Nord Stream? Tous les regards se tournent évidemment vers les États-Unis et vers Anthony Blinken, qui a toujours poussé les Européens à poursuivre la guerre, tout en disant, nous les Américains, on n'ira pas. Tranquille, nous, on vend des armes, c'est tout, mais vous, les Européens, faites tout pour embêter Poutine et aider l'Ukraine à prolonger le conflit aussi longtemps que possible. Trump n'a pas fait mystère de sa volonté de se désengager de l'OTAN, qui devient en fait une sorte de chose européenne, alors que pourtant, on va dire que globalement, le grand plan initial de déclenchement d'une guerre pour essayer de saigner la Russie financièrement, de la mettre à genoux économiquement, comme disait Le Maire, ce plan, il était bien dans les cartons du deep state américain, et on va dire que là, la faute est largement partagée entre les va-t-en-guerre otaniens US et les va-t-en-guerre otaniens européens. Mais Trump a déjà posé les conditions. L'Ukraine rembourse tout ce que les États-Unis lui ont avancé en armes sous forme de terres rares et autres richesses. Et les Européens, donc, eux, vont payer le non-respect des accords de Minsk en finançant largement la reconstruction de l'Ukraine, dont BlackRock se veut être l'architecte. Autrement dit, l'argent va venir des Européens et BlackRock va dispatcher ça entre les diverses entreprises appelées à la reconstruction et dont BlackRock est évidemment actionnaire. Et puis, on ne fera certainement pas également l'économie de quelques enquêtes sur la façon dont l'argent destiné à l'Ukraine a été utilisé. Et puis surtout, comment se fait-il que des armes fournies gratuitement à l'Ukraine se retrouvent aujourd'hui aux mains de rébellions
à peu près partout dans le monde ou entre les mains des cartels de drogue d'Amérique centrale ou du nord de l'Amérique du Sud. Manifestement, beaucoup d'intermédiaires ukrainiens se sont transformés en marchands d'armes ces 2 dernières années. Et évidemment, ça aussi, Trump ne va pas leur pardonner. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.